Session éco-Covid longue dont le thème est Disney persistance post-Covid conduite à tenir. À cette session, on aura comme expert le professeur Awi Broujean, maître de conférence agrégé au PPH de Cocody. Il va se présenter après. Je voudrais vous dire que ça va être une session sans cas clinique. Ça va être une question qui va être meublée par une présentation didactique, interactive avec des questions qu'on va vous poser, dont vous devez répondre sur Paul Everywhere. Donc, thème de la session Disney persistance post-Covid. Conduite à tenir. Je suis aujourd'hui, Dr. Passy n'est pas là, elle est en mission. Donc, je vais assurer son intérim à la facilitation. Je suis Dr. Vétano Annick, médecin de santé publique, attaché de recherche et membre du Super Hub de l'INSP. Merci, bienvenue à tous. Pour ceux qui sont connectés, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter. Merci. Bonjour, Monsieur Mohamed Lamine Kaba. Vous vous présenter, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro. Bonjour à tous. Bonjour. Allô, oui. Oui, bienvenue. Je On vous suis entend. je suis le médecin capitaine Mohamed. Vous m'entendez? On vous entend très bien, monsieur. Je suis le médecin capitaine Mohamed Lamine Kaba. Je suis le médecin-chef du centre de traitement épidémiologique des armées en République de Guinée. Je suis Merci médecin beaucoup. infectiologue. Mon capitaine, nous sommes vraiment honorés de votre présence. Bonjour, monsieur Horace Akapo. Présentez-vous, s'il vous plaît. Docteur Horace. Demain. Oui, bonjour à tous, bonjour à la communauté. Je suis à l'extérieur aujourd'hui. Docteur Akaporas, médecin suivi évaluation à la direction régionale Merci du beaucoup Tompi. pour votre fidélité, docteur Voilà. Akafo. Merci. Merci Monsieur bien. Dominico Motelleon, j'espère que je ne corche pas votre joli nom. Vous avez la parole pour vous présenter, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro. Monsieur Dominico Monteleon, ouvrez votre micro pour vous présenter, s'il vous plaît. OK. S'il n'est pas prêt, on va donner la parole à monsieur Justin Ipanga. Bonjour, monsieur Justin. Euh, Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Honoré de votre présence. Ok, oui, je suis Présentez. docteur Justin Ipang. Je suis médecin infectiologue et je travaille à Saint-Jean-de-Thiès au Sénégal. Au Sénégal. Merci beaucoup. Enfin, on salue nos frères du Sénégal et amis du Sénégal. Merci pour votre présence. Monsieur Merci. Mbesso Jean-Paul, bonjour. Merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Mbesso Jean-Paul. OK, s'il n'est pas prêt, on va laisser la parole à monsieur Wenkouni Richard. Monsieur Wenkouni, bonjour, présentez-vous. Il n'y a pas beaucoup de connectés, hein, donc on va laisser un peu. D'accord, bonjour la famille Eco. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est le docteur Pak Mokdaw Nkouni Richard. Je suis médecin généraliste et Burkina Faso. Merci beaucoup. Nos frères du pays des hommes intègres. Merci pour Oui, votre présence. merci beaucoup. Y a-t-il d'autres personnes qui viennent de se connecter? On n'a pas encore beaucoup de participants aujourd'hui. On va peut-être laisser les membres du Hub se présenter, l'expert se présenter. On va présenter l'agenda et les consignes.
Et puis, s'il y a quelques-uns qui se connectent encore, on va leur laisser encore spécialement aujourd'hui la parole pour qu'ils se présentent, pour qu'on ait un peu plus de monde que ça. Merci beaucoup. Les membres du super de cette séance, je suis membre du Super Hub. Je vais laisser la parole aux autres de se présenter. Après, notre expert est connecté. On va lui laisser la parole vraiment de se présenter. On voudrait vraiment lui dire merci et lui envoyer des signaux. Monsieur Kevin Akoré, un de nos Haïti, va se présenter. Et puis après, Monsieur Ulrich. Allô, bonjour à tous, bonjour à toute la communauté. Moi, c'est Bonjour. Akoré Kevin, je suis informaticien à l'hôpital général de Soubré, l'Haïti de la session d'aujourd'hui. Bonne session à tous et à chacun. Merci beaucoup, chef Kevin, merci beaucoup. On va laisser la parole à Monsieur Ulrich et ensuite laisser la parole à notre expert, le professeur. Bonjour à tous. Ah oui. Je suis Ulrich Bonjour, Koulibaly, monsieur. chargé de projet du Super Hub. Merci et bonne session à tous. Merci beaucoup, monsieur Ulrich Koulibaly. Donc, envoyez des signaux à notre expert pour lui dire merci. Le professeur agrégé, il va se présenter. Bonjour, cher maître, et merci pour votre présence et surtout pour votre appui continuel pour le projet ECHO. Soyez vraiment bénis. Merci. Bien, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. On vous entend parfaitement, cher Bien. maître. Je tiens encore à remercier le projet ECHO, c'est-à-dire le directeur de l'INSP, Dr Kwasi et Dr V, pour cette opportunité qu'ils nous donnent de pouvoir partager un peu notre expérience dans le suivi des patients qui ont eu la COVID. Je suis le professeur Ayubo Jean-Marcel. Je suis professeur titulaire de pneumophysiologie. C'est professeur titulaire de pneumophysiologie au CHU de Cocody et à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je suis expert national dans la prise en charge de la tuberculose multirésistante et les mycobactéries atypiques, coordonnateur du centre de traitement des maladies infectieuses du CHU de Cocody. C'est ce centre qui a pris en charge à Cocody, en coordination avec le service des maladies infectieuses du CHU de Treichville, les malades COVID et durant cette pandémie-là. Donc, le centre aujourd'hui ne fait plus l'activité COVID parce que l'épidémie est finie et ce centre maintenant fait beaucoup plus maintenant de la tuberculose multirésistante et ultra-résistante ou les mycobactéries. Donc, on hospitalise les malades toujours en rapport avec l'infectiologie, dans l'attente un peu éventuellement d'une autre catastrophe épidémique qui va faire que le centre va prendre en charge ces patients. Voilà un peu ma présentation. Merci beaucoup. Cher maître, envoyez-lui des signaux. Nous sommes vraiment honorés de participer et de vous avoir sur cette session spécialement parce qu'on a besoin de votre expertise pour vraiment la prise en charge de tout ce qui est infection post-COVID. Merci pour votre présence. Nous allons, le temps que les autres se connectent, quand même présenter rapidement l'agenda, rappeler les consignes et leur laisser la latitude. Habituellement, on ne le fait pas, mais la latitude qui se présente pour qu'on ait un peu plus de monde. Merci beaucoup. Donc, comme j'avais dit précédemment, le thème, c'est la dyspnée persistance post-COVID, conduite à tenir. Et j'ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, on n'a pas de cas clinique. On a plutôt une présentation didactique qui va être interactive et on va vous donner quelques questions. Support everywhere. Donc, ça va être vraiment, véritablement participatif. Il faudrait que vous soyez là pour vraiment participer vraiment à cette session. Une session purement participative. On va recueillir vos avis sur les questions et puis comme ça, on aura une très belle session. Donc, nous comptons vraiment sur vous. Donc, après les présentations d'usage, nous allons laisser la latitude, comme j'ai dit, à notre expert, professeur Aoui, de faire sa présentation sur le thème dyspnée persistante post-COVID, conduite à tenir, et qui va se faire avec un questionnaire support everywhere. Et ensuite, vous aurez la latitude de poser des questions de clarification
Et on va avoir les consensus pour les recommandations. Et ensuite, après tout ça, nous allons faire la clôture de la session avec le feedback et nous allons mettre fin à cette session. Nous allons rappeler quelques consignes éco. Fermez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Gardez votre vidéo allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, activez votre micro et dites votre nom, le nom de votre organisation et votre lieu de travail. Lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux. Assurez-vous d'avoir un débit Internet suffisant. Pour les questions, levez la main physiquement ou utilisez les fonctions de lever la main du Zoom. Ne divulguez pas d'informations de santé protégées ou d'informations personnellement identifiables. Pour les problèmes de Zoom, veuillez échanger dans le chat avec le IT. Veuillez entrer votre nom et votre organisation dans le chat de Zoom. Les diapositives de présentation sont disponibles dans iEco. Cette session est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Nous vous remercions. Pour obtenir un certificat, nous vous demandons vraiment de participer au court sondage qui va être donné à la fin de la session. Nous fournirons un lien dans le chat pour accéder à l'enquête vers la fin de la session. Le lien est accessible pendant les 48 heures seulement. Qu'est-ce que nous faisons des données collectées? Le projet ECO collecte les inscriptions, la participation, les questions-réponses, les commentaires de chat et les réponses au sondage. Vos données personnelles resteront strictement confidentielles. Ces données peuvent être utilisées éventuellement pour l'élaboration des cartes, pour la rédaction des rapports, pour faire des communications scientifiques, pour d'éventuelles enquêtes. ECO. Merci beaucoup. Donc, on n'est pas très nombreux, comme j'ai dit tantôt. Donc, ceux qui viennent de se connecter, si possible, ceux qui n'ont pas de problème avec leur connexion peuvent vraiment ouvrir les caméras pour qu'on puisse se voir. On n'est pas très nombreux. J'ai vu quelqu'un qui est connecté, Monsieur Marvin Jean-Luc Edson. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro, Monsieur Marvin. Marvin. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Marvin? OK. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes connectées. Tous ceux qui vont se connecter, il faudrait qu'ils mettent leur nom, leur prénom, leur lieu d'exercice et leur fonction dans le chat. Sinon, quand ils nous prendront en cours. Je suis là. Bonjour. Allez-y. Oui, je suis Marvin et Jean. Je suis le docteur Marvin Jean Lukenson. J'avais étudié à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Je suis. OK, merci beaucoup, docteur Marvin. Merci pour votre présence. On salue nos frères et confrères d'Haïti. On a l'habitude souvent de travailler à docteur Ahmed et son équipe. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, professeur Ahuibrou, malheureusement, on n'a pas beaucoup de personnes. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui viennent de se connecter. Je voudrais vraiment laisser la parole. Ceux qui viennent de se connecter, Monsieur Tidiane Cissé, présentez-vous, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro, chef Tidiane. Bonjour. Bonjour. Moi, Bienvenue. Moi, c'est Dr. Tidiane Cissé. Je travaille au service des maladies infectieuses au CHU du Poignet, Bamako. Merci beaucoup. Nos frères du Mali, bienvenue à vous. Merci. Merci, docteur Tidiane. J'ai vu 2 ou 3 personnes connectées.
Monsieur Josué, présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Josué, présentez-vous. Bon Ouvrez après-midi, votre chef. micro pour vous présenter. Merci. C'est le docteur Josué Kassongo depuis la République démocratique du Congo. Merci. Merci, nos amis de la RDC, docteur. Bienvenue à vous. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de nouveaux connectés? Ah, on a la chance d'avoir notre cher maître, professeur Kaoufoué, je crois. Hein. C'est notre directeur scientifique. Cher maître, merci pour votre présence. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Envoyez des signaux pour dire merci à nos chers maîtres. Allô? Oui, cher maître. Bonjour tout le monde. Bonjour, professeur. Alors, je suis là, je suis à Dakar dans une conférence. Donc, je vous appelle juste pour vous adresser mes encouragements Merci et beaucoup. surtout mes félicitations pour la tenue donc, de cette session. Je ne pourrais pas accueillir. Merci. Merci pour votre présence. Nous sommes vraiment honorés. Merci et bon séminaire à vous et que Dieu vous protège. Très bien. Merci beaucoup. J'essaierai de vous rejoindre encore. OK. Merci beaucoup, professeur. Y a-t-il de nouveau connectés? Je ne vois pas. Peut-être, je ne vois pas. OK. OK, d'accord. Donc, on va continuer. Notre expert, on va positionner votre présentation. On va commencer. Parce que quand même, on a attendu, mais il n'y a pas beaucoup de personnes connectées. Merci beaucoup. Il faudra mettre en diaporama, Ulrich. Merci. Cher maître, si vous êtes prêts, vous avez la parole. Ok, oui, je suis prêt. Mais ce que je vois pour le défilé, je suis obligé de lui demander tout le temps de défiler. Hein? Oui, Euh, c'est ça. euh, Il va le faire au fur et à mesure. Et puis, je pense que lorsqu'il y aura les questions, on va s'arrêter pour leur laisser la latitude avec le pôle parce- everywhere pour qu'ils puissent répondre. Merci. En fait, ce que j'avais voulu, c'est que moi-même, je puisse faire le défilé. On peut vous laisser la main. Voilà, C'est bon, voilà, merci beaucoup. Vous serez plus à l'aise. Merci, cher maître. c'est ça. C'est bon? C'est bon, professeur. Ok, merci. Voilà. Donc, merci encore à tous et puis bienvenue à chacun pour cette session. C'est la troisième fois que je passe dans le cadre de syndrome post-Covid avec les atteintes respiratoires. Bien, donc comme je dis, je suis le professeur Huibro Jean-Marcel, je suis pneumologue et j'exerce au CHU de Cocody et en même temps à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, la dyspnée persistante post-Covid, comment la prendre en charge? Ce que je voulais dire, et je le dis, actuellement, je fais plutôt des présentations qui soient didactiques. C'est pas des présentations académiques où on va vous donner plein de résultats qui ne vont pas vous servir à grand chose. C'est surtout des choses très pratiques pour que dans notre prise en charge quotidienne, on puisse prendre en charge correctement les patients. Il y aura très peu d'études, mais c'est surtout l'expérience et le vécu que nous avons eu, que nous avons retranscrit dans cette présentation. Donc, cette présentation va suivre le plan suivant. On va faire un petit tankard sur les généralités et après, vous parlez des signes cliniques chez ces patients-là, les bilans paracliniques à réaliser, les causes de ces dyspnées-là,
J'ai mis les causes parce que parfois, ce ne sont pas forcément des étiologies, hein, c'est surtout les causes. Et puis, on va faire une ébauche de thérapeutique pour voir comment est-ce qu'on peut prendre en charge ces malades-là. Surtout que si nous sommes dans un milieu où les moyens thérapeutiques sont limités et nous terminerons par une conclusion. Bien. Donc, ce qu'il faut noter, c'est surtout en introduction, la dyspnée, c'est quoi? Pour nous, pneumologues, surtout quand on voit, en fait, c'est un syndrome qui est subjectif. Quand le malade vient vous voir, c'est vraiment subjectif. Parce que ça traduit chez lui un inconfort respiratoire. Donc, retenez surtout que c'est surtout quand le malade, il a un inconfort respiratoire. Il vient, il vous dit, j'ai des difficultés à respirer. Mais vous, parfois, vous le regardez, vous ne voyez aucun signe extérieur de dyspnée, mais de gêne respiratoire, mais il a sa gêne. Donc, on le dit toujours, c'est un syndrome qui est subjectif, c'est le malade qui vous dit. Donc, cette dyspnée-là, elle peut être inspiratoire ou expiratoire. Et les deux caractères vont déterminer des causes. Dans la plupart des cas, les dyspnées post-Covid sont inspiratoires. Elles sont rarement expiratoires, sauf s'il y a des complications à type d'asthme ou de BPCO. Donc, c'est un symptôme qui est fréquemment rencontré chez nous en consultation, les patients qui viennent et qui se plaignent toujours de cette chaîne respiratoire. Et c'est quelque chose qui est désagréable parce que ça limite énormément la récupération des patients après la maladie. Et ça, pour ceux qui le prennent en charge, ils le connaissent. Avec tous les symptômes post-Covid qui ont été traités dans les sessions ECHO, on voit à quel point les symptômes post-Covid gênent la récupération des malades. Ce qui fait que ces symptômes-là doivent être compris, élucidés et bien pris en charge en consultation. Et il ne faudrait pas surtout banaliser ces symptômes-là parce que ces symptômes gênent la vie du patient. Donc, ça nécessite de la minutie. Donc, en termes de signes respiratoires qu'on rencontre le plus fréquemment, donc on a la dyspnée, ça c'est l'essoufflement, la douleur thoracique qui constitue chez nous en fait ce qu'on appelle les symptômes fréquents post-Covid, qu'on abrège SPC. Donc c'est cet ensemble-là qu'on appelle SPC qui sont fréquemment rencontrés. À noter que comme tous les symptômes de la Covid, comme pour la Covid longue, ce n'est pas forcément lié à une atteinte organique immédiate, doit être lié à une infection aiguë de la COVID. Non, il n'y a pas d'infection aiguë. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris durant tout notre parcours dans le programme ECHO, que dans tout ce qui est post-COVID ou COVID long, il n'y a pas d'infection, mais c'est surtout des séquelles que les patients vont présenter. Bien. Donc, ce qu'on va voir surtout chez eux, c'est surtout des hyperventilations dans le cadre du syndrome post-COVID. Sur le plan des généralités, juste faire un encart, c'est vous dire que les études ont montré que 49% des patients hospitalisés après une COVID ne signalent aucun changement de leur dyspnée. C'est quasiment la moitié des patients qui ont été hospitalisés pour des atteintes respiratoires de la COVID. Il y a quasiment la moitié qui signalent qu'ils ont toujours cet inconfort respiratoire. 24% vont signaler une augmentation de la dyspnée et puis 20% vont développer une nouvelle apparition de la dyspnée vraiment au bout de 12 mois par rapport aux 3 mois post-Covid. Et ça, c'est important à relever. Surtout le fait que la moitié des patients vont signaler qu'il n'y a aucun changement de leur dyspnée. Dans une étude récente qui a été menée par Juan Manuel Anaya en 2021, lui, il avait retrouvé que 59%, quasiment 2 tiers de ces patients présentaient des troubles respiratoires type de dyspnée 12 mois après les guérisons.
Donc, vous voyez, un patient qui a été guéri de sa COVID 12 mois après, qui présente encore cette gêne respiratoire. Et cette gêne-là handicape le patient dans sa vie quotidienne, dans son travail. Ce qui fait qu'il faut énormément prêter attention à cela. Et Disney-là va s'accompagner la plupart du temps d'une fatigabilité, de céphalée, avec des troubles de l'attention. Pour certains, il y a eu des pertes des cheveux, des cheveux. Et ça, c'est important. Vous voyez, tous ces symptômes-là, comme je le dis, handicapent le patient dans sa vie courante. Ce qui fait qu'il est très important d'écouter le patient dans sa démarche de guérison. Sur le plan clinique, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très didactique, au lieu d'avoir quelque chose de très théorique. Donc, quand vous avez le patient qui vient vous voir en tant que médecin ou infirmier spécialiste ou même agent de santé qui prennent en charge les patients, la première des choses, c'est interroger correctement le malade. C'est très important. Je vous ai dit que c'est un symptôme qui est subjectif, mais à prendre très au sérieux. Il faut rechercher si la dyspnée a un caractère permanent ou intermittent. C'est intermittent ou permanent. Donc, lorsque vous avez vu qu'il y a ce caractère, il faut chercher à classifier le malade sur l'échelle de Sadoul. Parce que c'est important. L'échelle de Sadoul va du stade, sur les cinq stades, le stade 1 au stade 5. Donc, le malade qui est au stade 1, c'est celui qui a juste la dyspnée pour les efforts intenses, à celui du stade 5 qui est ce qu'on appelle la dyspnée de repos. Et ça, quand il a la dyspnée de repos, c'est quelqu'un qui ne peut pratiquement rien faire. Donc, il faut pouvoir le stadifier. Et puis, vous recherchez les signes généraux qui accompagnent. Vous vérifiez les antécédents médicaux des patients. Et en termes d'antécédents médicaux, vous faites tout le rappel de tout ce qui est antécédent, hypertension, la prise de médicaments, tout. Parce que c'est sur ça, vous allez vous baser pour pouvoir avoir un diagnostic et parfois éliminer une cause qui ne serait pas due à sa COVID. Et maintenant, pour sa COVID, vous prenez le temps de connaître la durée des symptômes. Est-ce qu'il a été hospitalisé ou non? Quand il a été hospitalisé, quelle a été la durée de l'hospitalisation? Les traitements qu'il a reçus. S'il a fait un passage en réanimation ou non. S'il a été intubé ou bien s'il a bénéficié d'une ventilation non invasive sous forme d'optiflow ou simplement de ventilation simple. Et parce que ça, c'est important. Un malade qui a été hospitalisé, qui passait en réanimation, qui a été intubé, la plupart du temps, ils vont garder des séquelles, surtout que pendant la COVID, c'était une intubation qui était longue. Ils gardaient des séquelles très importantes pour que vous puissiez interroger le malade. Donc, c'est une étape très importante. Après cela, vous avez l'examen physique que tout le monde connaît. C'est les paramètres vitaux pour vous, c'est-à-dire le pouls pour voir s'il est tachycarde ou s'il est bradycarde, la pression artérielle et surtout la fréquence respiratoire. On sait qu'en termes de fréquence respiratoire normale, on est entre 16 et 20 cycles par minute. Il faut savoir si le patient est dyspnéique avec une fréquence respiratoire élevée. Et là, vous-même, vous appréciez déjà quand vous regardez le malade, vous voyez qu'il a des signes en rapport avec cette élévation de la pression de la fréquence respiratoire. Vous avez la saturation pulsée avec une norme en air ambiant qui doit être supérieure à 94% en air ambiant, le poids, la taille. Parce que cette dyspnée-là va, si elle est permanente, surtout si elle est permanente, va agir sur le poids du patient. Le malade aura tendance à éviter de faire des efforts, donc il va en retour avoir une perte de poids. Il évite de faire des efforts parce que même manger, ce sont des efforts, il va avoir une perte de poids.
Toujours en termes d'examen physique, vous recherchez des signes de lutte respiratoire. Il faut voir si le malade il a une respiration buccale. Hein. Est-ce que le malade est en train d'hyperventilation se voit? Parce que vous avez ce malade qui a une respiration buccale et qui a parfois une respiration bruyante, même vous entendez. Est-ce que le malade fait des pauses, comme dans la dyspnée de Kussmaul? Est-ce que le malade a une respiration anarchique? C'est-à-dire, on a une forte inspiration, une inspiration qui est faible, mais avec des temps qui sont raccourcis, qui sont très raccourcis. Donc, on a une respiration anarchique. Et ça, surtout, vous allez le voir, surtout chez des patients qui sont très angoissés de leur dyspnée et qui sont très observateurs de leur respiration. Puis vous voyez s'il y a une mise en jeu des muscles respiratoires. Parce qu'une mise en jeu des muscles respiratoires traduit que le patient ne tolère pas sa dyspnée. Et quand il ne tolère pas sa dyspnée, vous avez une mise en jeu des muscles respiratoires, c'est-à-dire les muscles respiratoires accessoires, avec battement des ailes du nez, tirage costal et intercostal. Si cela est ancien ou récent, si c'est apparu après la COVID. Parce que lorsqu'il y a un hypocatif digital qui va apparaître, ça veut dire que les symptômes respiratoires sont installés, sont anciens, avec un retentissement très important. Et ça se voit surtout dans la pathologie respiratoire quand on a une insuffisance respiratoire chronique. On recherche une cyanose des extrémités. Suppos clair, l'aspect il est bleuté. Suppos noir, on va observer que on va avoir un aspect un peu plus foncé de la peau. Et puis, examen indispensable chez tout malade qui se plaint de problèmes respiratoires, c'est l'auscultation. C'est une étape indispensable. On ne peut pas, un malade respiratoire ne peut pas passer chez le médecin, qu'il soit le médecin généraliste ou le pneumologue, sans être ausculté pour rechercher des bruits anormaux. Ça peut être des râles crépitants, des râles sous-crépitants, des râles bronchiques, ça peut être des souffles cavitaires, mais il faut ausculter, mais le stéthoscope. Mais parfois, l'examen est normal. Et puis, on associe à cela un examen cardiovasculaire complet. Parce que tout patient qui se plaint d'une dyspnée, les organes principaux à rechercher sont le cœur, le poumon. Ça, c'est indispensable chez un malade qui a fait une COVID, c'est le cœur, le poumon, quand il se plaint de sa dyspnée. Donc, vous recherchez des bruits anormaux, des souffles, des troubles du rythme. Vraiment, il faut faire un examen clinique complet de ces patients. Une fois que vous avez fait cet examen clinique qui a comporté l'interrogatoire, l'examen physique, l'interrogatoire et l'examen physique, vous avez déjà une vision de ce que vous recherchez. Il y a des examens paracliniques à faire. Et ces examens paracliniques vont permettre de débuter le chapitre du bilan. Avant d'aborder le bilan, je vais essayer de tester un peu vos connaissances pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire de Disney. OK. Héloïse, je te laisse la parole pour leur expliquer le poil everywhere. D'accord. Oui, Professeur, voilà, vous allez arrêter le partage pour que je puisse partager le pôle vivre. Je vais mettre d'accord. le lien du pôle vivre dans le chat. Je vais mettre le lien du pôle vivre dans le chat. Il suffit de cliquer sur ce lien-là et il va vous conduire vers le questionnaire. Voilà, le lien est mis dans le chat. Le lien est mis dans le chat. Il suffit de cliquer sur le lien là. Il va vous conduire vers le questionnaire qui va afficher la question et les options de réponse qu'il y a en bas. Donc, à vous de sélectionner les différentes réponses. OK, merci, monsieur Ulrich. Voilà, docteur, vous voyez? Oui, on voit. OK. Donc, la première question, parmi les examens suivants,
Quels sont ceux qui sont nécessaires? Donc, vous allez cocher ce que vous trouvez nécessaire. Mesdames et messieurs, on vous attend pour Le répondre lien aux dans le questions. chat, s'il vous plaît, le lien dans le chat ne mène nulle part. Moi, je vois ici, hein. Le lien dans le chat ne mène nulle part. On dit le lien ne passe pas. Monsieur Riche, il faut voir. Donc, moi, ça est devant moi, donc je ne comprends pas. Merci, madame. Et là, j'essaye de scanner le QR code qui était là, mais ça aussi ne prend pas. OK. Il va essayer, l'IT va essayer de corriger. Voilà, j'ai actualisé le lien. Vous pouvez essayer. Ça passe maintenant? Je remets. Oui, OK, merci. vous pouvez essayer pour voir. Donc, excusez-nous pour ce petit souci technique. Il a réactualisé le lien. Essayez de voir si ça passe. Est-ce que ça Oui, va ça maintenant, mesdames et passe messieurs? maintenant, ça passe chez moi. OK. Donc, parmi les examens suivants, quels sont ceux qui sont nécessaires dans le cas d'une Disney? Il y a la radiographie pulmonaire, il y a la fibroscopie bronchique, il y a la spirométrie de base et la gazométrie artérielle et il y a les bacioscopies des crachats. Donc, au fur et à mesure, on voit les réponses défiler. On vous laisse un peu de temps. Ça va très, très vite. Pour le moment, la radiographie thoracique de face est à 50%, la fibroscopie 17%, la spirométrie de base et la gazométrie artérielle 29%. D'accord, là, je pense que le docteur nous va passer à la deuxième question. Oui, oui, c'est bon. Nous allons continuer. Le professeur va peut-être donner la réponse et puis on va continuer. Merci beaucoup. Merci pour votre participation active. Il y a la deuxième question, ou bien c'est après? On fait en même temps la deuxième question. OK. Parmi les réponses suivantes, quelles sont les causes de la Disney? Allons-y. Je demande au professeur, est-ce qu'on fait la deuxième question en même temps ou bien? Non, non, on Professeur, attend. On attend. D'accord. on attend, OK. Donc, D'accord. on vous suit. Donc, on continue. Vous avez donné déjà qu'est-ce qu'il fallait pour la première question et puis on va continuer. Merci. Donc, vous pouvez reprendre le partage, professeur. OK. OK, à la question 1, le chef maître doit donner la réponse. D'accord. On patiente. Bien. Donc, à la question 1, parmi les examens suivants, quels sont ceux nécessaires dans le cadre de la Disney? En termes de réponses, les réponses sont... Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu. La radiographie du thorax, de face, oui, c'est important parce que c'est le premier examen de débrouillage. Ça, c'est nécessaire. Hein. Vous avez aussi la fibroscopie bronchique parce que le malade qui se plaint de troubles respiratoires, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans la bronche, surtout sur les malades qui ont été intubés. Quand ils ont été intubés longtemps, il va se former un granulome au niveau de la trachée. Il va se former un granulome qui va entraîner une dyspnée inspiratoire. Et il faut aller faire la fibroscopie bronchique pour voir.
La spirométrie de base et la gasométrie pour pouvoir explorer en fait les échanges gazeux. Hmm. Ce qui n'est pas indispensable, c'est la bacioscopie des crachats. Ce n'est pas indispensable, mais il faut le faire pour éliminer une tuberculose. Donc, vous avez les principales réponses, c'est A, B, C, D. L'angiographie cardiaque, non, on n'a pas besoin systématiquement d'aller faire l'angiographie cardiaque, surtout si le malade ne se plaint pas de douleurs thoraciques. Douleurs thoraciques à type de douleurs constrictives qui font douleur d'ango ou douleur d'infarctus, normalement qui doivent être vues sur un ECG. Voilà. Donc, voici les réponses. Les réponses, c'est A, B, C et D. Bien. On continue. Merci, professeur, on continue. À savoir maintenant, en matière d'imagerie thoracique, comme je l'ai dit, la première des choses, c'est la radiographie du thorax. Et cette radiographie du thorax, la plupart du temps, parfois, elle peut être normale ou non. Il est arrivé d'avoir des patients qui se plaignent de dyspnée avec une radiographie normale. Et là, quand vous avez une radiographie normale, ça suppose qu'il faut faire d'autres examens, comme la fibroscopie bronchique et autres, pour aller explorer le parenchyme pulmonaire ou les tuyaux. Et quand elle est anormale, on peut avoir un syndrome alvéolaire, on peut avoir une atteinte interstitielle, parfois un épanchement pleural liquidien ou gazeux, c'est-à-dire un pneumothorax, ou bien même un épanchement liquidien. Donc, radiographiquement, ça va se présenter comme cela. Vous avez un syndrome interstitiel sur la radiographie de, de, de droite. Vous allez avoir une atteinte interstitielle qui traduit déjà un stade de fibrose débutante. Donc, vous avez vu ce patient-là hein, qui a une fibrose débutante. Il va présenter une dyspnée. Parce que la fibrose au niveau pulmonaire, ce sont des cicatrices. Elles sont définitives, fixées. Elles ne régresseront pas. Elles ne régressent pas. Donc, un patient qui a une fibrose, déjà, il a une amputation de la partie du poumon qui est fibrosée, complètement. Vous pouvez avoir une atteinte alvéolaire. Et là, vous voyez, chez ce patient, c'est une atteinte alvéolaire qui est bilatérale. Et lorsqu'elle est bilatérale, comme ça, c'est sûr que le patient va avoir une dyspnée qui persiste. Voilà. Bien. Bien. OK. Attendez, je vais enlever le pointeur. Bien. Donc, on a ces lésions-là qui peuvent apparaître. Ensuite, comme examen que vous pouvez demander, c'est le scanner thoracique ou l'angioscanner thoracique hein, qui va vous permettre de bien apprécier l'atteinte interstitielle si elle est étendue, l'atteinte alvéolaire qui persiste parce que on peut avoir chez certains patients, malgré la fin de traitement, une atteinte alvéolaire qui persiste et quand il va tousser, il va cracher du sang comme s'il était en train de faire une hémorragie alvéolaire. On peut avoir un fibroemphysème ou parfois une embolie pulmonaire qui persiste ou qui récidive, tout en sachant que chez les patients qui avaient la COVID, on avait une hypercoagulabilité avec un risque d'embolie pulmonaire très marqué chez les patients. Donc, on peut avoir cette embolie pulmonaire qui persiste. Sur le plan radiographique, vous allez voir, voilà comment est-ce que va se présenter l'atteinte alvéolaire. Hein, vous avez là hein, le bronchogramme sur le scanner de droite, ce qu'on appelle le bronchogramme aérien, avec la tête alvéolaire qui est bilatérale. Et puis, vous avez l'image de fibroemphysème. On a les lésions d'emphysème qui sont là et qui commencent à se fibroser, avec un épaississement des septa, Et lorsque le patient il est à ce stade, vous voyez qu'il n'a quasiment presque plus de bons poumons pour ventiler. Parce qu'il faut avoir du parenchyme pulmonaire normal pour pouvoir ventiler. Celui-là, il va se plaindre d'une dyspnée persistante pendant de longues périodes. Donc, en termes d'imagerie, voici les imageries qui sont recommandées. Une fois qu'on a fini les imageries, qu'en est-il du bilan biologique? En termes de bilan biologique, l'hémogramme, c'est un examen de débrouillage qui va soit vous montrer soit une leucopénie, une hyperleucocytose ou parfois une hyperéosinophilie. Mais surtout, hein, c'est le taux d'hémoglobine qu'on va regarder.
on va avoir, est-ce qu'on a une anémie? Est-ce qu'elle est hypochrome microcytaire? Parce que lorsque l'anémie, elle est hypochrome microcytaire, c'est qu'on sait qu'elle est inflammatoire. Est-ce que cette anémie-là, elle est macrocytaire? En ce moment-là, on se dit qu'elle n'est pas inflammatoire, il fallait rechercher des causes. Parce que longtemps après la guérison, on peut persister une anémie hypochrome microcytaire qui est de type inflammatoire qu'il va falloir corriger avec soit des transfusions ou bien parfois faire le dosage du fer sérique de la ferritinémie pour voir si on doit supplémenter en ferme. Et puis le taux de plaquettes qui peut être normal, ou on peut avoir une hyperplaquettose, c'est-à-dire une thrombocytose qui sera en rapport avec cette dyspnée-là, qui va entraîner un ralentissement du flux sanguin et la constitution plus tard d'emboles pulmonaires. Toujours sur le plan biologique, vous avez les marqueurs de l'inflammation que vous pouvez demander, c'est-à-dire le VS, la CRP, qui doit être comparé avec les anciens taux. Il faut obligatoirement les comparer avec les anciens taux. Parce que vous pouvez avoir une VS qui est accélérée ou une CRP qui est légèrement élevée ou qui est élevée. Mais quand vous comparez par rapport à l'ancien taux, c'est le jour et la nuit. Donc, il faut toujours faire un comparatif par rapport à l'ancien taux. Et il faut demander la procalcitonine. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'une infection, vous allez avoir la PCT qui est inférieure à 0,5. Qui est inférieur à 0,5. Et ça, inférieur à 0,5, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infection bactérienne qui s'y associe. Et puis, obligatoirement, il faut que la PCR COVID soit négative. Ça, on insiste là-dessus. Vous ne pouvez pas avoir le malade qui se plaint de cette dyspnée-là sans demander un test PCR chez ces patients-là. Je vous conseille de ne pas faire les tests sérologiques parce que beaucoup de patients vont garder parfois des immunoglobulines G longtemps. Donc, il ne faudrait pas faire le test sérologique. Il faut chercher plutôt à faire une PCR pour pouvoir éliminer une COVID. Autre bilan à faire, c'est le bilan auto-immun. Parce que comme vous regardez sur cette radiographie, cette imagerie, vous voyez ces imageries-là, hein, surtout l'image de fibro-emphysème, on le retrouve dans beaucoup de maladies auto-immunes. Donc, il faut faire le bilan auto-immun pour infirmer ou non une maladie auto-immune qui s'y est associée. C'est-à-dire, vous faites le dosage des ANCA, des facteurs antinucléaires, les anticorps anti-SSA-SSB, des anticorps anti-DNA natifs, l'enzyme de conversion de l'angiotensine, le SCLES 70, et il y a toute une pléiade de bilans d'auto-anticorps qu'il va falloir faire en fonction du contexte pour pouvoir rechercher une maladie auto-immune, parce que ça, c'est très important. La COVID peut simuler une maladie auto-immune, surtout en matière de lésions cicatricielles qui restent. Ce qui va faire qu'il ne faudrait pas traiter le malade là comme une maladie auto-immune, alors qu'il a son atteinte interstitielle qui est liée plutôt aux séquelles post-COVID. Après la biologie, vous avez les explorations fonctionnelles. Et les explorations fonctionnelles, c'est la gazométrie artérielle. Tout malade qui se plaint de dyspnée doit bénéficier d'une gazométrie artérielle en air ambiant d'abord, et puis à l'effort pour apprécier l'impact de la dyspnée sur sa ventilation. Ça, c'est important. Il faut faire la gazométrie artérielle en air ambiant et à l'effort. Et puis, il se plaint de dyspnée, faites le test de marche dans 6 minutes. Et c'est un test qui est facile à réaliser. On n'a pas besoin de grands moyens. Vous avez besoin d'un oxymètre de pouls, d'un tensiomètre pour pouvoir prendre sa tension au début, d'un oxymètre de pouls pour prendre le pouls et la saturation au début. Et puis, vous déterminez la distance à parcourir pour le malade. Ça peut se faire dans votre service. Si votre service fait 50 mètres, il va parcourir les 50 mètres en aller-retour autant de fois pour voir en 6 minutes quelle est la distance qu'il a pu parcourir. Et à la fin, vous faites la classification en fonction de l'échelle de Borg pour pouvoir voir si votre malade arrive au terme des 6 minutes, quelle est la distance qu'il a parcouru. À la fin des 6 minutes, quel est son pouls, quelle est sa tension artérielle, quelle est sa saturation. Ça vous permet d'apprécier le retentissement. Et ça, c'est réalisable à volonté dans votre service. En termes d'exploration fonctionnelle, les paramètres que vous allez regarder en termes d'exploration, vous avez aussi la spirométrie de base que vous allez faire. Cette spirométrie de base, les éléments que vous allez regarder, c'est surtout le VMS du patient et puis le débit expiratoire de pointe.
Vraiment, ça va montrer sa capacité ventilatoire et puis le coefficient Tifno qui permet de voir si on est face à un syndrome obstructif, restrictif ou mixte. Dans la plupart du temps, les séquelles post-Covid vont vous donner un syndrome restrictif. Parce que lorsqu'on a un syndrome obstructif, on est soit dans l'asthme ou dans la BPCO. Et puis, si vous avez un plateau technique beaucoup plus important, vous pouvez faire la plethysmographie pour voir s'il n'est pas en distension thoracique, surtout chez ces patients-là. Et ça, c'est important d'avoir une évaluation, surtout de base, le coefficient Tifno, le VMS, parce que ça a une importance surtout dans la prise en charge des patients. Bien. Une fois qu'on a fait ces examens, parfois, on a besoin de faire des examens un peu plus poussés, notamment la fibroscopie bronchique. Et là, on va le demander surtout quand on a une radiographie, une imagerie qui est quasiment normale. En ce moment-là, on va essayer d'aller rechercher des lésions endobronchiques pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans les bronches, parce que la plupart du temps, les radiographies du thorax ou parfois les scanners n'explorent pas les bronches, à part les nouveaux scanners qui peuvent aller faire de la simulation, n'explorent pas les bronches. Donc, il faut aller faire la fibroscopie pour avoir de visu ce qui se passe au niveau des bronches. Et ça va vous permettre de faire des prélèvements à la recherche, pour des recherches microbiologiques, de faire des biopsies qui vont vous confirmer quand on est au stade de fibrose, et puis de rechercher une sténose trachéale. Et cette sténose trachéale, elle est visible. Dès que vous franchissez les cordes vocales, vous voyez que la trachée est rétrécie par un granulome qui obstrue une partie, en totalité ou en partie, la trachée. Et ça va nécessiter des gestes qui, qui vont se réaliser plus tard. Et surtout chez des patients qui ont été trachéotomisés longtemps, ils se forment la plupart du temps des granulomes. Et ça agit sur sa fonction respiratoire. Mais avant d'aller faire la fibroscopie, il faudrait avoir une stabilité respiratoire chez les patients, parce que le malade est déjà dyspnéique. Quand vous rentrez dans les bronches, il sera encore plus dyspnéique. Les autres explorations, vous avez l'exploration cardiologique, l'ECG, vous recherchez des troubles du rythme, type de bradycardie, de tachycardie, sinusite, d'ACFA, de Flutton. Et puis vous évaluez l'échographie cardiaque pour mesurer les pressions. Recherchez un dysfonctionnement des valves, un épanchement péricardique ou même une élévation de la pression artérielle pulmonaire. Sur le plan biologique, vous dosez la troponine pour éliminer un infarctus, la pro-BNP pour éliminer une insuffisance cardiaque. Donc, en termes d'exploration, je reviens là-dessus, la plupart des explorations, vous voyez que c'est surtout des explorations de la fonction respiratoire et de la fonction cardiaque. Donc, une fois que vous avez fait ça, il va falloir que vous expliquez au malade, avec tous les bilans, qu'est-ce qu'il a. Cela nous permet d'aborder le chapitre des causes. Je vais encore remettre la parole à Ulrich pour voir les prochaines questions. Merci, cher maître. Ulrich, merci. Je remets encore le lien dans le chat. Il suffit de cliquer. C'est le même process que la première question. Il suffit de cliquer sur le lien. Attendez. Donc, le lien est dans le chat. Allez cliquer dessus pour participer à la deuxième question. Merci. Voilà. C'est toujours Vous, la la deuxième première question, question, docteur. Ulrich. Ouais, ok, c'est bon. Ok. La deuxième question. Parmi les réponses suivantes, quelles sont les causes de la dyspnée post-COVID? On a l'emphysème paracicatriciel. En deux, on a la fibrose pulmonaire. En trois, on a l'abcès du poumon. Et en quatre, la dilatation des bronches. Donc, on attend vos réponses. On va laisser quelques minutes, comme c'est très, très variable.
OK. On a l'emphysème paracicatriciel, 40%, fibrose pulmonaire, 40%, dilatation des bronches, 17%. Bon, maintenant, l'emphysème en tête. Emphysème paracicatriciel, 50%, fibrose pulmonaire, 20, ça va vite. Hein. Emphysème est toujours en tête, 43%, fibrose, 29%, et dilatation des bronches, 29%. Abcès du poumon, 0. Donc, on va laisser la place à l'expert pour nous donner la bonne réponse. Merci beaucoup pour votre participation active. Ça revient encore emphysème 50%. Merci. Professeur, vous avez l'obligé de refaire le partage. Excusez-moi, mais ça ne fonctionne véritablement. Ça plante. Je ne sais même pas si quand on coche, ça passe systématiquement. Donc, j'ai eu ça au premier coup, au premier sondage et là encore. Oui, oui, quand vous Tout à cochez, l'heure, ça ça passe passait pour les autres. Il automatiquement. va vous expliquer. Oui, mais on ne Ulrich? peut cocher qu'une seule fois parce que quand j'essaye de cocher le deuxième, ça ne part pas. OK. Ulrich? Oui, docteur. Est-ce que c'est une seule réponse que ça doit donner ou bien il y a plusieurs possibilités de réponse? Il y a possibilité de cocher plusieurs réponses. C'est un souci, ça doit être un souci de connexion à son niveau. Ah, d'accord. Madame, il paraîtrait que c'est à cause du souci de connexion à votre niveau que ça fait ça. Toutes nos Ah, d'accord. excuses. Merci. Ok, On va désolé laisser la pour ma... latitude au professeur de répondre à la seconde question. Merci pour votre participation. Bien, ok. Professeur, Donc, vous avez la parole. je vois que nos participants sont très forts, sont très très forts parce que ils ont coché l'emphysème paracicatriciel et ça c'est évident avec ce qu'on a vu déjà sur les images. La fibrose pulmonaire, c'est bien de ne pas avoir coché l'abcès du poumon parce que l'abcès du poumon ne fait pas partie des pathologies qui viennent post-Covid. Euh, les dilatations des bronches, c'est possible, mais c'est rare. Et puis, j'ai vu que beaucoup n'ont pas coché l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors que les bonnes réponses, vous avez la réponse A, B et E, c'est-à-dire l'emphysème paracicatriciel, la fibrose pulmonaire et l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, en termes de causes, il faut classifier les causes en fonction des organes. Les causes pulmonaires, les causes cardiaques et les autres causes. Donc, en matière de causes pulmonaires, vous avez surtout les séquelles pleuropulmonaires étendues qui vont persister. Vous avez l'emphysème paracicatriciel. C'est un emphysème qui va survenir à la suite d'une infection qui va vous laisser des cicatrices. Vous avez la destruction du poumon. La COVID peut entraîner une destruction du poumon. La fibrose pulmonaire. Et puis, pour certains malades bien particuliers, vous avez des embolies pulmonaires persistantes qui récidivent. Ça, c'est des patients qui ont des facteurs de risque, comme un déficit en facteur S, facteur C, ou qui ont une hypercoagulabilité, donc une embolie pulmonaire qui récidive. Et ces lésions-là vont entraîner une insuffisance respiratoire chronique. C'est des malades qui vont avoir une dyspnée qui va persister au moindre effort. Au moindre effort, ils sont essoufflés. Et ceux-là, il va falloir les prendre en charge le plus correctement possible. Les causes cardiaques, on a en premier lieu le retentissement cardiaque d'une insuffisance respiratoire chronique. Parce que comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai mis des causes, je n'ai pas mis des étiologies parce que au niveau des causes, vous avez le retentissement cardiaque d'une insuffisance respiratoire chronique, c'est ce on va appeler le cœur pulmonaire chronique. Et dans ce cadre-là, vous avez l'hypertension artérielle pulmonaire qui peut être à l'origine d'une dyspnée, surtout lorsqu'on a une H-TAP qui est sévère avec retentissement sur le cœur droit. Vous avez des insuffisances cardiaques droites qui seront secondaires à l'hypertension artérielle pulmonaire. Vous avez des séquelles post-infarctus du myocarde étendu. On a vu des patients qui ont fait le COVID, qui ont fait des infarctus du myocarde étendu avec destruction importante d'une partie du muscle cardiaque. Et ceux-là, ils auront une
dyspnée persistante. Et puis, certains qui ont une insuffisance cardiaque euh, qui était globale, qui n'était pas encore décompensée, mais de la COVID. Et puis, on a vu chez certains patients qui ont présenté, après le COVID, des troubles du rythme cardiaque qui a persisté. Et ces troubles du rythme cardiaque vont entraîner une hypoperfusion cérébrale chez certains avec vertige, mais surtout un essoufflement. Les gens qui sont essoufflés hein, parce que le cœur n'arrive pas à répondre aux besoins du patient en termes d'effort physique. Et ça, c'est en consultation chez nos patients. Les autres causes, c'est surtout des causes hématologiques. On a vu des anémies réfractaires qui sont à régénératives. Et ça, c'est fréquent parce que dans l'épidémie de la COVID, on a vu que le virus atteignait tous les organes. Et lorsqu'elle atteignait la moelle, on avait des anémies qui étaient réfractaires pour lesquelles on était obligé de transfuser énormément les patients qui ont développé par la suite des des anticorps avec des hémolyses. Donc, c'est ça, des patients pour lesquels il va falloir faire des greffes de moelle parce qu'on avait une anémie qui était réfractaire. Et ça, quand vous avez ce type de patients, vous avez des difficultés à les gérer. Une fois qu'on a fait l'examen clinique, on a vu les causes, il faut pouvoir proposer un traitement aux patients. Donc, nous abordons le chapitre du traitement. En abordant le chapitre du traitement, je vais encore laisser la main à Ulrich pour qu'il pose la troisième question qui va nous permettre d'aborder la fin de notre exposé. Merci beaucoup, professeur Ulrich. Oui, docteur. Regardez comme tout à l'heure dans le chat pour la question. C'est toujours le même procédé. On clique sur le lien et ça vous envoie sur la question. La question 3 s'est affichée. Docteur, votre micro est fermé. Autant pour moi. Parmi les traitements suivants, quels sont ceux qui sont utilisés pour traiter une dyspnée post-COVID? La nébulisation de salbutamol. En B, la corticothérapie. En C, l'oxygénothérapie de courte durée. Et en D, l'antibiothérapie. Mesdames et messieurs, nous comptons sur vous participer. Nous attendons vos réponses. Merci. Nébulisation au salbutamol, 50%. Oxygénothérapie de courte durée, 33%. On atteint un peu, si ça n'y a pas de changement. OK, nébulisation au salbutamol, 50%, suivi de l'oxygénothérapie de courte durée, 33%. C'est bon, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, chef. Merci. Professeur, vous avez la OK, main. cher maître. Oui. Bien. Donc, en termes de traitement, j'ai vu les réponses. Parmi les traitements suivants, quels sont ceux qui sont surtout utilisés dans le traitement de la dyspnée? J'ai vu que la majorité des personnes ont répondu la nébulisation salbutamol et puis l'oxygénothérapie de courte durée. Bien. Les réponses sont les suivantes. La nébulisation au salbutamol, surtout si on a un syndrome obstructif, et puis ça permet d'aider. Mais on a aussi la corticothérapie. Parfois, il faut qu'on mette une corticothérapie au long cours.
chez les patients. Chez eux, quand ils ont une dyspnée post-Covid, ce n'est pas une oxygénothérapie de courte durée. C'est plutôt une oxygénothérapie de longue durée. Parce que de courte durée, c'est 1 ou 2 jours. Non, non, non. Parce que quand vous regardez les lésions là, c'est des lésions qu'ils ont de façon définitive. Donc, c'est une oxygénothérapie de longue durée. Et puis, parfois, on va mettre une antibiothérapie hein, quand il y a une surinfection. En termes de greffe pulmonaire, il faut qu'il soit en insuffisance respiratoire très sévère et puis dans des pays qui disposent de la greffe pulmonaire. Mais ce qu'on va faire le plus, c'est la nébulisation, la corticothérapie et puis l'antibiothérapie chez les patients. Donc, les réponses, c'est A, B et D. Donc, lorsque le patient il est symptomatique, lorsqu'il a des symptômes, et lorsqu'il a une dyspnée qui est non hypoxémiante et où il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, une dyspnée qui est non hypoxémiante, c'est une dyspnée pour laquelle la saturation est supérieure à 90% quand on a la saturation. Donc, là, on estime qu'il n'y a pas de fibrose, les lésions ne sont pas fixées. En ce moment-là, on va lui faire une corticothérapie au long cours. La plupart du temps, c'est une corticothérapie qui est inhalée, c'est-à-dire on utilise des inhalateurs et c'est une corticothérapie qui va agir uniquement sur la bronchite. Il n'y aura pas, il y a très peu de passages systémiques qui fait que cette corticothérapie au long cours là il y aura quasiment pas d'effet secondaire. Donc, ça va agir uniquement au niveau bronchique. Et puis, on va demander au patient de faire une réadaptation à l'effort. La réadaptation à l'effort, c'est une étape indispensable dans le cadre de la prise en charge de la dyspnée. Pour la simple raison que les patients dyspnées qui refusent de faire des efforts et en refusant de faire des efforts, les muscles s'atrophient et ça aggrave leur dyspnée. Donc, on leur demande de se réadapter à l'effort en quittant du lit à la chaise, de la chaise au couloir, et au fur et à mesure, ils augmentent leur périmètre de marque et ils vont tolérer leur dyspnée. En cas de dyspnée hypoxémiante, donc si les lésions sont non fixées ou on n'a pas de fibrose étendue, on va leur faire une oxygénothérapie de longue durée. Donc, ils vont avoir leur oxygène de longue durée, soit par un concentrateur, un gros concentrateur qu'ils ont à la maison ou les concentrateurs portatifs ou bien les bouteilles d'oxygène à la maison. Mais l'idéal pour que le malade puisse avoir une autonomie, il faut avoir les trois, c'est-à-dire le concentrateur de déambulation qui puisse marcher, sortir, venir à la consultation, le concentrateur mobile qui peut brancher sur le courant, et puis les bouteilles d'oxygène en cas de coupure d'électricité pour qu'il puisse avoir de l'oxygène. Donc, entre-temps cela, entre-temps son hypoxémie avec l'oxygène, vous réduisez le risque de développer une hypertension artérielle pulmonaire et il va pouvoir faire sa réadaptation à l'effort. Maintenant, si les lésions sont fixées, on a une fibrose. En ce moment-là, c'est l'oxygénothérapie de longue durée. Il lui faut l'oxygène quasiment en permanence de longue durée. Et puis, il va faire la réadaptation à l'effort. Maintenant, la décision de me donner des bronchodilatateurs de longue durée sera fonction des résultats à la spirométrie bronchique. Lorsqu'il va faire la spirométrie, la spirométrie de base, pardon, et que le fonctionnaliste va vous répondre qu'il est réversible, il est légèrement réversible au bêta 2. En ce moment, vous allez pouvoir mettre hein, les bronchodilatateurs ou même faire même des nébulisations avec les bronchodilatateurs de longue durée d'action. Vous voyez que là, je n'ai pas mis de corticoïdes parce que les lésions sont fixées. La fibrose est déjà installée. Une fois que la fibrose elle est installée, la corticothérapie n'a plus aucun effet, surtout si elle est étendue. Lorsque le patient il est symptomatique avec des signes d'hypertension artérielle pulmonaire, on a l'oxygène de longue durée obligatoire, la réadaptation à l'effort, et puis il faut traiter les médicaments comme les 5-phosphodiestérases, les antagonistes de l'endothéline, les inhibiteurs calciques, etc. C'est-à-dire, en ce moment-là, il est dyspnéique, il a une H-TAP sévère, il faut traiter obligatoirement pour pouvoir réduire les symptômes.
Donc, classiquement, voici un peu en termes de démarche ce que vous pouvez persister. Maintenant, vous avez vu le patient, il va falloir le surveiller. En termes de surveillance, le patient qui est asymptomatique, c'est une surveillance semestrielle la première année. La deuxième année, elle est annuelle. Elle est annuelle lorsque le patient est asymptomatique. Mais première année, chaque 6 mois, la deuxième année, chaque année. Et puis, après 2 ans, si les lésions restent identiques, ne bougent pas, écoutez, vous savez que ce sont des lésions qui sont fixées. Vous programmez avec lui des rendez-vous et des visites annuelles pour qu'il puisse refaire son bilan. Si on a une stabilité des lésions au bout de 2 années, comme je l'ai dit, des lésions de surveillance, les lésions sont définitives et la surveillance va se faire à la demande. Ça, c'est pour le patient asymptomatique. Pour le patient symptomatique, là, c'est des consultations d'un malade qui a des symptômes. Là, le but, c'est le traiter de façon à ce qu'il arrive à être asymptomatique. Donc là, ce sont des visites qui peuvent être mensuelles, parfois même bimensuelles, jusqu'à ce qu'on obtienne la stabilisation, qu'il passe asymptomatique et qu'on fasse le suivi final, le suivi à long terme du patient pour qu'il puisse se réinsérer dans la société. Je vais finir par la conclusion, parce que je sais que j'ai été un peu long. Il faut vous dire que la dyspnée post-Covid constitue, pour nous, pneumologues ou pour les médecins, toujours un handicap pour les patients. Parce que, comme l'a dit toujours un de mes maîtres, on peut empêcher les gens de tousser, on peut les empêcher de manger, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de respirer. Respirer, c'est la base. Lorsque vous n'arrivez pas à respirer correctement, c'est votre vie quotidienne qui est perturbée. C'est en termes de travail qui est perturbé et cela agit inexorablement sur votre vie familiale, affective et votre vie sociétale. Donc, il est important lorsque le patient qui a fait une COVID vient voir le médecin, que le médecin fasse une analyse rigoureuse, tant clinique que biologique, afin de déterminer la cause de sa dyspnée et prendre en charge cette dyspnée-là afin que la dyspnée ne soit pas un handicap pour ces patients, mais plutôt une fin, une fin de leur maladie. Et de façon à ce que cette dyspnée-là ne gêne pas leur vie quotidienne. Je vous remercie. Merci infiniment, cher maître. Mesdames et messieurs, envoyez des signaux pour cette belle présentation du professeur. Il a présenté avec brio tout ce qu'on doit savoir sur la dyspnée post-Covid. Infiniment merci. Mesdames et messieurs, s'il y a des choses qui vous ont échappé, si vous avez besoin de poser des questions de clarification à notre cher maître, posez-lui des questions de clarification et puis s'il y a des recommandations éventuelles, on va passer aux recommandations. Mesdames et messieurs, vous avez la parole. On est là pour apprendre des uns des autres et que tous enseignent, tous apprennent. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vois que Madame Émilienne a osé. Merci beaucoup, Madame. Les femmes à l'honneur pour l'instant. Allez-y, posez votre question. Merci, cher maître. Merci beaucoup pour cet autre enseignement que vous nous Ouvrez votre donnez. micro, Madame. Oui, le micro, il est ouvert. Je ne sais pas si vous m'écoutez. C'est bon? On vous entend bien, Madame. OK. Professeur, merci beaucoup pour tout cet enseignement. Je pense qu'il est très édifiant et il est assez limpide pour tout le monde. Je pense juste qu'on a un peu omis le volet psychologique parce que dans cette prise en charge respiratoire post-Covid, il faut bien qu'on pense à l'état psychologique du patient, d'où l'intervention des psychologues dans la meilleure prise en charge. Donc, c'est cet ajout-là que je voulais apporter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord, Merci beaucoup, Madame, pour cette suggestion, Merci cette beaucoup, recommandation. docteur.
Je Y suis a-t-il infirmière. d'autres questions? Ah, d'accord, merci Infirmière. beaucoup. Ben oui, bon, infirmière, vous prenez en charge les patients. Donc, il n'y a pas de souci. Y a-t-il d'autres questions de clarification? Est-ce que tout est clair? Posez des questions, s'il vous plaît. On a des infectiologues qui sont là, s'ils ont des questions à poser ou bien s'ils ont des recommandations. Nos amis infectiologues ou les autres médecins qui travaillent dans le domaine. Le professeur a présenté. Si vous avez d'autres choses à ajouter. On vous attend. N'hésitez pas. Oui, cher maître. Oui, Docteur Justin, docteur Justin, allez-y. C'était pour féliciter encore notre cher maître pour cette brillante présentation. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Et il nous a vraiment fait le rappel sur plusieurs aspects. Mais je voulais aussi compléter que le conseil d'hygiène de vie est très important dans ce domaine, surtout avec une alimentation qui doit être équilibrée et une hydratation suffisante. Parce que c'est un patient qui peut-être sera sous oxygène et aura peur de boire de l'eau parce qu'il se dira que, bon, toutefois, je peux faire la fausse route et autres. Et aussi de lui conseiller une activité physique douce et régulière. On ne vous entend pas. Excusez-nous. Vous pouvez parler un peu plus fort pour qu'on prenne vos recommandations. OK, c'était par rapport, je vais revenir encore. Donc, j'ai remercié le professeur pour la présentation parce qu'on a appris beaucoup de choses. Et c'était par rapport au conseil d'hygiène de vie qu'on pourra renforcer un peu avec l'alimentation équilibrée, vu que ce sont des patients qui auront peur de manger, ils auront peur aussi de boire de l'eau à cause de la fausse route et autres, mais de leur montrer que c'est toujours important de fractionner les repas et de bien prendre ce qui est équilibré, mais aussi de leur conseiller une activité physique douce et régulière, mais surtout aussi ceux qui continuent de fumer, d'éviter le tabac et l'alcool, mais aussi de faire un suivi médical régulier. Ça dépend comment on appelle, du stade là où se trouve le patient. Toutefois, ça peut être 3 à 6 mois, mais ça dépendra aussi de l'état clinique du patient. C'est ce que je pourrais ajouter dessus. Mais vraiment, la présentation de notre cher maître est impeccable et vraiment, j'ai beaucoup aimé. S'il pourra nous partager aussi le support, ça pourra nous aider dans nos pratiques quotidiennes. Merci, beaucoup. on vous enverra le support, ne vous inquiétez pas. Je crois que merci beaucoup pour vos recommandations. On va laisser encore la parole à Madame Emilienne qui a levé la main. Ou bien c'est une ancienne main. Madame Emilienne, allez-y. C'est une nouvelle main, c'est une nouvelle main. Okay. Justement, je pense que ce volet nutritionnel, on a un peu survolé parce qu'il est important de voir comment alimenter un patient qui a ce problème respiratoire. Et très souvent, ce que nous faisons, c'est la pose de la sonde nasogastrique pour alimentation et bien sûr fractionner les repas et pouvoir les lui donner par la sonde. Parce que l'expérience de notre côté a montré que la dyspnée empêche totalement le patient même de déglutir. Ils se sont fatigués, mâcher et tout. Du coup, on recommande les bouillies, les boissons un peu liquides qu'on peut administrer facilement par la sonde et espérer que sa situation se stabilise aussitôt pour qu'il puisse reprendre son alimentation normale. C'était un peu ça, l'autre petit point qui est venu. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup, madame. Oui, y a-t-il d'autres recommandations? Docteur B, et après, on va laisser la parole au cher maître. Dans le chat, il y a le docteur Marvins. Ok, docteur Marvins. Il a demandé quel examen évaluation initieriez-vous en première intention devant une Disney. Je veux dire que, comme j'ai dit, la première des choses,
en termes d'examen, vous avez la radiographie du thorax, tout ce qui est imagerie, radiographie du thorax, avec éventuellement le scanner thoracique. Ça, c'est en termes d'imagerie associé obligatoirement aux explorations fonctionnelles respiratoires, c'est-à-dire gazométrie plus exploration fonctionnelle. C'est ce qui va vous permettre véritablement d'explorer déjà sa dyspnée, pour comprendre sa dyspnée. Ça, c'est en première intention. Maintenant, en fonction de ça, vous pouvez faire les autres examens comme l'exploration cardiaque, etc. Ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire en première intention. Pour ça, il y a une autre question, Ok, hein. Comment améliorer la Oui, prise en charge du patient avec une recommandation pour, je sais pas, ok, merci, pour la professeur. montagne au bord de mer ok. et mesures hygiéno-diététiques? Il y a une question. Comment améliorer la prise en charge des patients avec une recommandation Il y a pour la docteur montée. Marvin s'occupe que je ne sais pas. Bien, par rapport à M. Ndoumé, je vais dire que la première des choses, chez les patients qui ont une dyspnée, comme je l'ai mis là-dedans, c'est la réadaptation à l'effort. Il faut qu'il se réadapte à l'effort. Vous ne pouvez pas demander à un patient qui a une dyspnée déjà de partir à la montagne. Parce que là, ça va être très compliqué pour lui. Il faut déjà en hospitalisation qu'il commence d'abord sa réadaptation sur terrain plat avant d'aller en montagne. Au bord de la mer, il n'y a pas de souci. Si le terrain est plat, il peut commencer et puis progressivement, il augmente les niveaux. Mais d'emblée, il ne peut pas partir d'emblée à la montagne. Hmm. Maintenant, s'il est déjà dans un endroit montagneux, cherchez à commencer par les différentes étapes. Terrain plat, et puis au fur et à mesure, en fonction de la tolérance, on commence à avoir un certain angle. Un certain angle. Parce que chez eux, déjà, ils sont dyspnéiques pour ne pas commencer directement avec des efforts. Hein. Et puis, en matière de mesures génodiététiques, comme l'a dit le confrère, éviter l'alcool, éviter tout ce qui est excitant, avoir une alimentation qui est saine, riche en protéines. Parce que les patients qui ont une dyspnée vont avoir un amaigrissement lié au fait que le muscle ne travaille pas. Donc, il faut avoir une nutrition qui est hyper protéique. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations, professeur? Non, pas d'autres recommandations, mais c'est pour dire que, effectivement, l'apport psychologique est important chez les patients, chez les patients. Et chez nous, dans ce type de patients, on ne parle pas trop de kinésithérapie, on parle plutôt de réadaptation à l'effort. Mhm. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de difficulté à tousser, mais c'est surtout, il faut les réadapter à l'effort. Hein. Avec les kinés, on les réadapte à l'effort. S'il y avait des services de réadaptation, ils allaient là-bas pour que les services fassent la réadaptation cardiaque et respiratoire. Merci infiniment, professeur. Envoyez des signaux pour dire merci à notre cher maître. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont envoyé leur contribution. Infiniment Non, il y merci, a on a vraiment beaucoup appris. une question dans le chat que j'ai essayé de répondre. Je ne sais pas si j'avais bien répondu. La question disait à quel moment commencer la kinésithérapie respiratoire et dans quelle position doit être le malade. Ah, Donc, j'ai apporté d'accord. un élément de réponse et puis je ne sais pas si j'ai été dans la bonne voie ou pas. Parce que j'ai dit la kinésie respiratoire commence dès que le patient présente des troubles respiratoires nécessitant une aide à l'expectoration. C'est ça. Et Ouais, ouais. la meilleure position, c'est celle demi-assise ou assise pour Oui, les patients difficiles. oui, j'ai vu, mais en fait, je dis simplement que, euh, comme vous l'avez dit, les patients qui ont des troubles expectorés vont avoir la kiné, et puis les autres vont avoir la réadaptation à l'effort. Mais la plupart du temps, c'est plutôt chez eux, comme c'est une dyspnée, ce n'est pas la tout, c'est plutôt une réadaptation à l'effort, une kiné d'expectoration. OK, merci beaucoup, Madame Emilienne, pour votre participation active. Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution. Merci beaucoup, cher maître. Infiniment merci. Vous avez dans le chat le lien pour faire le feedback. Je vous en supplie, n'oubliez pas de faire le feedback. On a la prochaine session le 6 novembre
Et le thème de la session, c'est l'état des lieux sur la vaccination contre la COVID-19 dans le monde et en Afrique. Merci infiniment, professeur. Si vous voulez donner un dernier mot avant qu'on puisse se séparer, mais n'oubliez pas de faire le feedback, mesdames et messieurs les auditeurs. Merci. Professeur, vous avez un dernier mot? Oui, en fait, il y a, juste avant de partir, il y a Madame Ekedi Léa qui a posé une question. Elle me demande, bien que la dyspnée soit une complication post-Covid, est-ce qu'on peut avoir des complications durables liées à cette dyspnée en dépit de la prise en charge Oui, on peut avoir des complications durables. Plus la dyspnée n'est pas prise en charge, il va avoir un retentissement cardiaque. Il va avoir obligatoirement, le patient va finir avec des troubles cardiaques et même la dyspnée n'étant pas prise en charge, il va finir avec une insuffisance respiratoire chronique, de telle sorte que ce patient-là va devoir vivre avec l'oxygène ad vitam ad aeternam. Donc, il peut avoir des complications hein, si elle n'est pas bien prise en charge. Voilà. Maintenant, je vais terminer pour remercier le projet ECHO qui nous permet de partager notre expérience, de remercier tous les participants et puis dire que nous nous tenons à leur disposition éventuellement pour des compléments d'information ou pour un partage d'expérience. Comme on l'a dit ici, au niveau du projet ECHO, tout s'apprend. Chacun est venu pour apprendre. Voilà. Hein. Surtout avec ma collègue du Cameroun qui fait beaucoup de psychologie. Je lui dis, j'aimerais bien qu'on partage surtout son expérience sur la prise en charge psychosociale des patients ayant des troubles respiratoires au long cours parce que c'est important. Ça affecte énormément leur vie sociale. Voilà. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci. Grand bravo, professeur. Bon retour à vous. Et mesdames et messieurs, faites le feedback avant de partir. Bon retour dans vos différentes familles. Et que Dieu vous bénisse. Professeur, merci infiniment. Envoyez encore des signaux, vraiment. C'était vraiment excellent. Merci, professeur. Merci. Merci, professeur. Merci, madame. À au revoir.